mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et je vous souhaite un agréable visionnage. Laissez-vous emporter par le récit fascinant d'un empire qui a changé le cours de l'histoire mondiale. Imaginez un instant que la plus grande nation qui ait jamais existé soit née du néant. Un empire qui, en moins d'un siècle, s'étendrait des rives de la mer du Japon jusqu'aux portes de l'Europe. Comment un peuple de simples bergers nomades, disséminés dans les vastes steppes de l'Asie centrale, a-t-il pu conquérir la moitié du monde connu? Quel genre d'homme était capable de rassembler des tribus férocement indépendantes qui, depuis des millénaires, se livraient des guerres sans merci? Et pourquoi, après avoir atteint une gloire sans précédent, cet empire s'est-il finalement désagrégé, laissant derrière lui un héritage qui façonne encore notre monde moderne? Était-ce simplement le fruit d'une ambition démesurée, ou existait-il des forces plus profondes, des courants historiques invisibles qui ont propulsé cette expansion fulgurante? C'est l'histoire de Gengis Khan et de l'Empire mongol. Une histoire qui défie l'imagination, mais qui est pourtant bien réelle. Une épopée où se mêlent l'héroïsme et la barbarie, la vision politique et la destruction aveugle, le génie militaire et la souffrance humaine à une échelle rarement égalée. Avant que le nom de Gengis Khan ne fasse trembler les rois et les empereurs, avant que les armées mongoles ne déferlent sur l'Asie et l'Europe comme une tempête venue des steppes, le monde était déjà ancien. Des civilisations millénaires prospéraient le long de routes commerciales établies depuis des siècles. L'empire chinois des Jin et des Song brillait par ses inventions et sa culture raffinée. Les villes de Transoxiane et de Perse éblouissaient par leur richesse et leur savoir. Le califat abbasside, bien qu'affaibli, demeurait le gardien d'une tradition intellectuelle inégalée. L'Europe médiévale s'extirpait lentement de son âge sombre. Et puis, il y avait les steppes. Imaginez un océan d'herbes ondulant jusqu'à l'horizon sous le ciel immense de Mongolie. Un pays de contrastes violents. Des hivers où le mercure descend jusqu'à 40 degrés en dessous de zéro. Des étés brûlants. Des vents qui peuvent arracher les tentes et des plaines si vastes qu'un homme pourrait chevaucher des semaines durant, sans voir âme qui vive. C'est dans ce paysage austère que vivaient les tribus mongoles au XIIe siècle. L'aube se lève sur la steppe, embrasant d'or les hautes herbes. Le vent y dessine des vagues comme sur une mer végétale, portant au loin le hennissement des chevaux et le bêlement des moutons. Près d'une rivière sinueuse, un groupe de yourtes se dresse, leur cheminée exhalant une fumée légère qui se dissipe dans l'immensité du ciel bleu. Des enfants courent entre les tentes, poursuivant un chien ou s'exerçant au tir à l'arc avec des arcs miniatures. Des femmes barattent le lait de jument pour préparer l'airag, cette boisson fermentée chère aux nomades. Des hommes inspectent leurs montures ou aiguisent leurs couteaux, toujours prêts à défendre le campement contre les prédateurs, qu'ils soient animaux ou humains. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les steppes n'étaient pas un désert culturel. Les peuples qui y vivaient avaient développé un mode de vie parfaitement adapté à cet environnement impitoyable. Ils vivaient dans des yourtes, ces tentes circulaires faites de feutres épais qui pouvaient être démontées et transportées en quelques heures. La yourte n'était pas un abri de fortune, mais une habitation sophistiquée, fruit de siècles d'adaptation. Sa forme circulaire résistait aux vents violents, son feutre isolait aussi bien du froid hivernal que de la chaleur estivale. Au centre, un poêle servait à la fois à cuisiner et à chauffer l'espace. Autour, des tapis et des pots délimitaient l'espace de chaque membre de la famille. Le mobilier, peu nombreux mais ingénieusement conçu, pouvait être démonté et transporté sur le dos des animaux de bas. Les nomades se déplaçaient avec leurs troupeaux au rythme des saisons, cherchant les meilleurs pâturages. Leur richesse se mesurait en bétail, chevaux, moutons, chèvres, yaks et chameaux. Chaque animal avait sa fonction spécifique. Les moutons fournisaient la viande, la laine pour le feutre des yourtes et les vêtements. Les chèvres donnaient le lait pour le fromage et le cachemire pour les textiles fins. Les yaks, avec leur capacité à survivre dans les conditions les plus rudes, offraient une viande riche,
du lait, du cuir pour les vêtements et les bottes. Les chameaux bactriens, avec leurs 2 bosses, transportaient les charges les plus lourdes lors des migrations. Et parmi tous ces animaux, le cheval occupait une place à part. Le cheval mongol n'était pas un animal d'apparat. Petit, robuste, capable de survivre en grattant la neige pour trouver de l'herbe en hiver, endurant des journées entières de marche sans s'abreuver, il était le compagnon indispensable du nomade. Les enfants apprenaient à monter avant même de savoir marcher, et les hommes passaient la moitié de leur vie en selle. Cette symbiose entre l'homme et sa monture créait un cavalier d'une habileté incomparable, capable de tirer à l'arc avec précision au galop. Le cheval n'était pas seulement un moyen de transport ou un outil de guerre. Il était aussi un symbole de statut, un élément central des rituels religieux, et parfois même un compagnon presque humain aux yeux des nomades. Le dressage des chevaux mongols commençait dès leur plus jeune âge. Les poulains étaient habitués au contact humain, puis progressivement accoutumés à porter une selle légère. L'entraînement évitait toute brutalité, privilégiant la patience et la répétition. Les Mongols ne montaient pas leurs chevaux avec des mors métalliques, mais avec des brides en cuir souple qui n'endommageaient pas la bouche de l'animal. La communication entre le cavalier et sa monture se faisait principalement par la pression des jambes et les déplacements du poids du corps, laissant les mains libres pour manier l'arc ou la lance. La vie dans les steppes forgeait des hommes et des femmes endurcis, habitués à la rudesse et à la privation. Dès l'enfance, les Mongols apprenaient à supporter la faim, la soif et les températures extrêmes. Un jeune garçon passait ses journées à cheval, gardant les troupeaux par tous les temps. Une jeune fille savait écorcher un mouton, tanner les peaux, coudre des vêtements et préparer des provisions pour l'hiver. Dans cet environnement où la moindre erreur pouvait être fatale, la survie dépendait de la capacité d'adaptation et de la résilience. Mais c'était aussi une vie de liberté. Contrairement aux paysans chinois ou européens, attachés à leurs terres et soumis à leurs seigneurs, le nomade mongol ne reconnaissait d'autre autorité que celle de sa famille et de son clan. Il pouvait déplacer sa yourte où bon lui semblait, dans les limites du territoire tribal. Il ne payait pas d'impôts à un souverain lointain, ne cultivait pas une terre qui ne lui appartenait pas. Sa richesse, ses troupeaux, étaient vraiment les siens, acquis par son travail et son courage. Cette indépendance farouche était à la fois la force et la faiblesse des peuples des steppes. Elle forgeait des individus autonomes et déterminés, mais rendait difficile toute forme d'organisation politique au-delà du clan ou de la tribu. Les nomades pouvaient former des coalitions temporaires pour un raid ou pour résister à un ennemi commun. Mais ces alliances se défaisaient aussi vite qu'elles s'étaient formées, une fois l'objectif atteint ou la menace écartée. Car si les Mongols étaient libres, ils étaient aussi profondément divisés. Au XIIe siècle, les steppes étaient un patchwork de tribus souvent hostiles les unes envers les autres. Tatars, Merkits, Kereits, Naïmans, Mongols proprement dits et bien d'autres encore se livraient à des raids incessants, volant le bétail et enlevant les femmes des tribus rivales. Un raid réussi pouvait transformer un clan pauvre en un groupe prospère en l'espace d'une nuit. Inversement, une attaque surprise pouvait réduire une famille aisée à la misère, la privant de ses moyens de subsistance. Ces conflits perpétuels empêchaient toute unité durable et maintenaient les nomades dans un état de guerre chronique. Comme le dira plus tard Gengis Khan lui-même, l'homme a plus d'ennemis que de cheveux sur sa tête. La société mongole présentait une structure complexe, bien éloignée de l'image d'anarchie primitive, souvent véhiculée par les chroniqueurs. Étranger. À sa base se trouvait la famille étendue, regroupant plusieurs générations sous l'autorité d'un patriarche. Plusieurs familles apparentées formaient un clan, Obok, dirigé par le plus respecté des patriarches. Plusieurs clans partageant des ancêtres communs, réels ou mythiques, constituaient une tribu, Yasun, sous la conduite d'un chef, Noyant. L'appartenance à un clan et à une tribu définissait l'identité sociale d'un individu, déterminait ses alliés et ses ennemis potentiels, et traçait les contours de son univers relationnel.
Les mariages étaient généralement exogames. On épousait quelqu'un d'un autre clan, créant ainsi des réseaux d'alliances complexes. Une famille puissante pouvait avoir des parents par alliance dans plusieurs tribus différentes, élargissant son influence et sa protection. Au sommet de cette pyramide sociale se trouvaient les lignées aristocratiques, qui revendiquaient une ascendance prestigieuse remontant souvent à des ancêtres semi-divins. Ces os blancs, Tsagan Yastan, se distinguaient des os noirs, Kar Yastan, le peuple ordinaire. Cependant, cette distinction n'était pas aussi rigide que dans les sociétés féodales d'Europe ou d'Asie orientale. Un homme courageux et habile, même issu d'une famille modeste, pouvait s'élever dans la hiérarchie sociale par ses exploits à la chasse ou à la guerre, attirant des partisans et fondant éventuellement son propre clan. Cette fragmentation politique était aggravée par un système de succession qui favorisait les conflits. À la mort d'un chef, ses fils se partageaient ses possessions, y compris son autorité sur la tribu, ce qui menait souvent à des luttes fratricides. Ce système, connu sous le nom de Tanistri, ne désignait pas automatiquement l'aîné comme héritier principal, mais privilégiait le plus capable des fils, créant ainsi une compétition parfois violente entre frères. La religion des Mongols, avant leur conversion aux grandes religions universalistes, était le chamanisme, une forme de spiritualité étroitement liée à leur mode de vie nomade. Ils vénéraient Tengri, le ciel éternel, force suprême qui gouvernait le destin des hommes et des peuples. La terre, Etugène, était également honorée comme une entité féminine complémentaire à Tengri. À côté de ces divinités principales, existait une multitude d'esprits, Ongoth, qui habitèrent les montagnes, les rivières, les arbres et pouvaient influencer la vie quotidienne des nomades. Les chamans servaient d'intermédiaires entre le monde visible et le monde invisible. Par leurs transes et leurs rituels, ils communiquaient avec les esprits, guérissaient les malades, prédisaient l'avenir et guidaient les âmes des défunts vers l'au-delà. Ces hommes et ces femmes jouissaient d'un grand prestige, mais inspiraient aussi une crainte mêlée de respect, car on leur attribuait des pouvoirs surnaturels potentiellement dangereux. Les croyances religieuses imprégnaient tous les aspects de la vie nomade. Avant de boire, un Mongol versait quelques gouttes de liquide en offrande aux esprits. Avant une chasse ou une guerre, on consultait les présages et on effectuait des sacrifices pour s'assurer la faveur divine. Les événements naturels, éclipses, comètes, orages, étaient interprétés comme des messages du ciel, parfois annonciateurs de grands changements. Cette vision du monde, où l'homme était constamment en dialogue avec des forces qu'il dépassait, préparait paradoxalement les Mongols à une forme de pragmatisme religieux. N'ayant pas de dogme rigide ni de clergé organisé, ils se montrèrent généralement tolérants envers les autres religions qu'ils rencontrèrent lors de leur conquête, adoptant parfois certaines de leurs pratiques sans abandonner pour autant leurs croyances traditionnelles. La culture matérielle des nomades, bien qu'apparemment simple, témoignait d'une remarquable adaptation à leur environnement et d'un sens esthétique développé. Leurs vêtements, conçus pour résister aux rigueurs du climat, combinaient fonctionnalité et beauté. Le dil, long cafetan croisé sur la poitrine et serré à la taille par une ceinture, était la pièce maîtresse de la garde-robe mongole. En hiver, il était doublé de fourrure, en été, de soie ou de coton. Les bottes à bout retroussé permettèrent de monter facilement à cheval tout en protégeant du froid. Les chapeaux, aux formes variées selon les saisons et les occasions, complétaient cette tenue. L'art nomade se manifestait principalement dans les objets du quotidien. Selles finement travaillées, ceintures incrustées d'argent, couteaux aux manches sculptées, bijoux ornés de pierres semi-précieuses. Les motifs décoratifs, souvent zoomorphes ou géométriques, transmettaient des significations symboliques liées aux croyances chamaniques. Contrairement à une idée reçue, les Mongols n'étaient pas illettrés avant leur conquête. Certaines tribus, comme les Naiman et les Keraïtes, utilisaient déjà l'écriture ouïghour, adaptée de l'alphabet syriaque. Cependant, la transmission orale restait prédominante, avec une riche tradition de contes, d'épopées et de chants qui préservèrent la mémoire collective et les valeurs du groupe.
La musique occupait une place importante dans la vie quotidienne et cérémonielle. Le chant diphonique, technique vocale permettant à un seul chanteur de produire simultanément 2 sons distincts, était pratiqué lors des rituels. Des instruments comme le morin court, vielle à tête de cheval, accompagnaient les récits épiques qui pouvaient durer plusieurs soirées. C'est dans ce monde brutal et instable, mais aussi riche d'une culture spécifique et ancienne, que naquit, vers l'an 1162, un enfant destiné à changer le cours de l'histoire. Il s'appelait Temujin. Sa naissance ne laissait en rien présager sa destinée exceptionnelle. Il était le fils aîné de Yesugei, chef d'un petit clan mongol, et de Helun, une femme kidnappée lors d'un raid. Si Yesugei jouissait d'un certain prestige parmi les Mongols, son influence restait limitée. Il était loin d'être le chef le plus puissant des steppes. Son clan, les Borjigin, descendait de Bodonchar, un ancêtre semi-légendaire, mais avait connu des revers de fortune et se trouvait dans une position précaire, menacé par des tribus plus puissantes, notamment les Tatars qui avaient tué le père de Yesugei. Selon la légende, Temujin naquit en tenant dans sa main un caillot de sang, présage d'une vie marquée par la guerre et la conquête. Certains récits affirment qu'une tempête de neige soufflait ce jour-là, ou qu'une comète traversa le ciel, signe que les puissances célestes s'intéressaient à cette naissance. Si ces détails relèvent probablement du mythe forgé après son ascension, ils témoignent de l'aura surnaturelle qui entoura rapidement le personnage. Les premières années de sa vie furent relativement paisibles, passées à apprendre les compétences essentielles de tout jeune nomade. Monter à cheval, tirer à l'arc, chasser, résister au froid et à la faim. On raconte qu'à l'âge de 3 ans, il abattit déjà son premier gibier, un petit oiseau, avec un arc miniature, démontrant une aptitude précoce pour la chasse qui était aussi un entraînement à la guerre. À 9 ans, suivant la coutume mongole, son père l'emmena chez la famille de sa future épouse pour arranger son mariage. Temujin devait rester chez les parents de sa fiancée, Burt, jusqu'à l'âge adulte, apprenant à connaître sa future famille par alliance et créant des liens qui seraient utiles plus tard. C'était une pratique courante chez les nomades, qui renforçait les alliances entre clans et assurait que le jeune homme connaissait bien la famille dans laquelle il prendrait femme. Mais sur le chemin du retour, Yesugei croisa un campement tatar. Reconnaissant le meurtrier de son père, il accepta leur invitation à partager un repas, ne se doutant pas du piège. Les Tatars, n'ayant pas oublié leur vieille querelle, empoisonnèrent sa nourriture. Yesugei parvint à regagner son campement, mais mourut peu après, laissant Temujin orphelin à l'âge de 9 ans. Dans la société mongole, un chef mort laissait sa famille vulnérable, et les hommes qui avaient juré fidélité à Yesugei abandonnèrent rapidement sa veuve et ses enfants. Comme les traces de pas disparaissent sur le sol gelé, dit un proverbe mongol, la loyauté s'évanouit à la mort du chef. Lors de l'assemblée funéraire, le clan décida d'abandonner la famille de Yesugei, les jugeant trop faibles pour survivre au prochain hiver. Les poulains qui têtent encore ne peuvent diriger le troupeau, dirent-ils pour justifier leur trahison. Helun tenta de les rappeler à leur devoir de loyauté, brandissant la bannière du clan, mais en vain. Les Borjigin partirent, emmenant les troupeaux qui représentaient la richesse et la sécurité, ne laissant à Helun et ses enfants que quelques animaux. Cette scène d'abandon, décrite avec force détail dans l'histoire secrète des Mongols, marque le véritable début de l'épopée de Temujin. Désormais, il devrait se forger un destin sans l'appui du réseau social qui normalement soutenait un jeune Mongol. Helun se retrouva seul avec ses enfants, rejeté par son clan, condamné à une existence précaire dans les marges de la société mongole. Outre Temujin, elle avait 3 autres fils de Yesugei, Kassar, Kashiun et Temugei, ainsi qu'une fille, Temulun. Elle élevait également Bekter et Belgutei, les fils que Yesugei avait eus d'une autre épouse. C'était une condamnation à mort presque certaine. Dans les steppes impitoyables, une famille isolée avait peu de chances de survivre. Sans la protection d'un clan,
ils étaient à la merci des prédateurs, tant animaux qu'humains. Sans troupeau suffisant, ils risquaient la famine. Sans alliés, ils n'avaient personne vers qui se tourner en cas de maladie ou d'accident. Mais Eulun était une femme d'une force de caractère exceptionnelle. Refusant de se résigner, elle apprit à ses enfants à survivre en récoltant des fruits sauvages, en chassant les marmottes et en pêchant. Les récits parlent de repas constitués de racines et d'oiseaux, de vêtements fabriqués à partir de peaux de chiens sauvages, d'abris de fortune remplaçant la yourte confortable qu'ils avaient dû abandonner. Elle retroussait ses manches et grimpait aux falaises abruptes pour recueillir les excréments des oiseaux de proie, qu'elle faisait bouillir pour nourrir ses enfants. Raconte l'histoire secrète, illustrant la détermination féroce de cette femme à assurer la survie de sa famille. Elle leur enseigna aussi la valeur de la loyauté familiale face à l'adversité. Séparés, vous serez comme un voyageur solitaire que n'importe qui peut tuer. Ensemble, vous serez comme une pierre que personne ne peut briser, leur disait-elle. Cette période de dénuement extrême forgea le caractère du jeune Temujin. Il développa une résilience hors du commun et une compréhension profonde de ce que signifiait être un paria. Il apprit à subsister avec presque rien, à rester vigilant face aux dangers constants, à ne jamais baisser sa garde. Plus tard, lorsqu'il construirait son empire, il se souviendrait de ses années de misère et accorderait une importance cruciale à la loyauté et au mérite plutôt qu'à la naissance. L'adolescence de Temujin fut marquée par la violence et la trahison. Les tensions au sein même de cette famille recomposée étaient inévitables. Bekter, le demi-frère aîné, commença à s'imposer comme chef de famille, s'appropriant le produit des chasses et de la pêche. Un jour, alors que Temujin et son frère Kassar avaient capturé une alouette, Bekter la leur arracha. Cet incident apparemment anodin cristallisa les frustrations accumulées. Peu après, Bekter confisqua également un poisson que Temujin avait pêché. C'en était trop. Temujin et Kassar décidèrent d'éliminer leur rival. Armés d'arcs, ils traquèrent Bekter qui, voyant leur approche, comprit leurs intentions. « Pourquoi me regardez-vous avec des yeux de braise ?» demanda-t-il. « Ne brisez pas l'unité de cette famille déjà si fragile. » Mais sa supplique resta vaine. Temujin et Kassar le tuèrent, affirmant ainsi la position de Temujin comme chef légitime de la famille. Cet acte brutal, que certains historiens ont qualifié de fratricide, bien que Bekter ne fût que son demi-frère, révèle un aspect impitoyable du caractère de Temujin. Face à ce qu'il percevait comme une menace pour sa position, il n'hésita pas à recourir à la violence la plus extrême. Cette détermination implacable allait caractériser toute sa carrière. Lorsque Eulun apprit le meurtre, elle entra dans une colère terrible. L'histoire secrète rapporte qu'elle compara ses fils à des tigres qui attaquent comme s'ils avaient un foie humain à dévorer, et à des chiens qui abandonnent leurs compagnons pour se jeter sur la nourriture. Cet épisode sombre laissa certainement une marque profonde dans la psyché de Temujin, même si les sources n'en disent pas plus sur ses réactions émotionnelles. Peu après, peut-être en représailles pour ce meurtre, Temujin fut capturé par le clan Taishiut, celui-là même qui avait abandonné sa famille après la mort de Yesugei. Ils le réduisirent en esclavage, lui faisant porter un carcan de bois, kang, autour du cou, symbole humiliant de sa captivité. Cette expérience d'asservissement, pour un jeune homme né libre dans les steppes, dut être particulièrement traumatisante. Mais Temujin ne resta pas longtemps captif. Profitant d'une fête où ses gardiens s'enivraient, il assomma celui qui le surveillait avec son propre carcan et s'enfuit dans la nuit. Alors qu'il se cachait dans les roseaux d'une rivière, il fut découvert par un homme nommé Sorkan Shira, membre du clan Taichiut. Contre toute attente, au lieu de le dénoncer, cet homme l'aida à rester caché, puis facilita son évasion, peut-être mû par la compassion ou par un pressentiment du destin exceptionnel qui attendait ce jeune fugitif. Cette fuite rocambolesque marque un nouveau tournant dans la vie de Temujin. Désormais,
Il n'était plus seulement un orphelin démuni, mais un homme traqué, un ennemi déclaré d'un clan puissant. Sa survie dépendait plus que jamais de sa ruse et de sa détermination. Ces expériences traumatisantes auraient pu briser un homme ordinaire. Elles firent de Temujin un survivant déterminé, méfiant, mais capable de reconnaître et de récompenser la loyauté. Des années plus tard, devenu Gengis Khan, il retrouvera Sorkhan Shira et sa famille pour les récompenser royalement de leur aide, montrant sa capacité à ne jamais oublier ni un service rendu, ni une offense subie. Pendant plusieurs années, Temujin mena une vie errante, rassemblant peu à peu autour de lui un petit groupe de fidèles. Parmi ses premiers compagnons figuraient Burshun et Jelme, qui resteraient ses lieutenants les plus loyaux tout au long de sa carrière. Ces hommes, souvent des marginaux comme lui, partagèrent son expérience de l'exclusion et sa soif de revanche sur une société qui les avait rejetés. Vers l'âge de 16 ans, Temujin décida qu'il était temps de réclamer Burt, la jeune fille à laquelle il avait été fiancé avant la mort de son père. Ce geste audacieux montrait sa détermination à reprendre le cours normal d'une vie que les circonstances avaient brutalement interrompue. Accompagné de sa mère et de ses frères, il se rendit chez les Ongirat, la tribu de Burt. Dès cette scène, le père de Burt hésita d'abord à honorer cet engagement. Que valait la promesse faite à un chef maintenant mort, dont le fils était devenu un fugitif sans ressources? Mais quelque chose dans l'attitude de Temujin, sa fierté intacte malgré l'adversité, sa détermination tranquille, convainquit le vieil homme. « J'ai craint pour votre vie quand les Taichihoud vous ont abandonné, dit-il. Mais puisque vous êtes venu réclamer ma fille, je tiendrai ma parole. » Ce mariage allait s'avérer déterminant pour l'avenir de Temujin. Burt n'était pas seulement belle et intelligente. Elle deviendrait aussi sa conseillère la plus écoutée et lui donnerait des fils qui poursuivraient son œuvre. De plus, cette union lui apportait une première alliance politique et l'ébauche d'une reconnaissance sociale. Mais le destin n'en avait pas fini avec les épreuves. Peu après leur mariage, alors que le jeune couple vivait paisiblement avec la famille de Temujin, un drame se produisit. Les Merkits, une tribu ennemie des Borjigin, lancèrent un raid sur leur campement. Cette attaque n'était pas fortuite. Des années auparavant, Yesugei avait enlevé Heulun, qui était alors la fiancée d'un chef Merkite. Le raid était une vengeance différée, suivant la logique implacable des feux tribales. Tu as pris notre femme, nous prendrons la tienne. Burt fut enlevé, ainsi que d'autres femmes du clan. Temujin et ses frères ne purent que fuir devant des assaillants supérieurs en nombre, se cachant sur le mont Burkhan Khaldun, considéré comme sacré par les Mongols. Selon l'histoire secrète, Temujin s'y réfugia 9 fois au cours de sa vie, et le mont le protégea toujours. En reconnaissance de cette protection, il établirait plus tard un culte à cette montagne, s'y rendant régulièrement pour prier Tengri, le dieu du ciel. Cet outrage, l'enlèvement de son épouse, poussa Temujin à chercher des alliés pour la secourir. Il ne pouvait espérer vaincre seul une tribu entière. Il se tourna vers Togrul, Khan des Keraits et ancien frère de sang de son père, ainsi que vers Jamukha, son ami d'enfance et chef d'un clan mongol. La rencontre avec Togrul marque le début de la carrière politique de Temujin. Se présentant comme le fils de Yesugei, il offrit à Togrul une cape de zibelline, précieux cadeau qui avait fait partie de la dot de Burt. Ce geste symbolique rappelait l'alliance ancienne entre leurs pères et sollicitait la protection du Khan. « Je serai ta main droite », promit Temujin. Togrul, touché par ce rappel du passé et impressionné par la détermination du jeune homme, accepta de l'aider, l'appelant fils et lui promettant de réunir son ulus peuple dispersé. Quant à Jamukha, sa relation avec Temujin était plus personnelle. Ils avaient été Anda, frères jurés dans leur jeunesse, partageant tout et se promettant une amitié éternelle. Jamukha, devenu entre-temps un chef respecté, répondit favorablement à l'appel de son ancien ami. Avec l'aide de ses 2 puissants alliés,
Temujin lança un raid contre les Merkits. L'opération fut un succès complet. Les 3 chefs, à la tête d'une force combinée d'environ 5000 guerriers, surprirent les Merkits dans leur campement. La plupart des hommes furent tués ou capturés, les femmes et les enfants réduits en esclavage, et Burt fut libéré. Cette victoire eut cependant une conséquence inattendue. Burt était enceinte lors de sa libération et donna naissance à un fils, Jochi, quelques mois plus tard. Des doutes persistèrent toujours sur sa paternité. Était-il le fils de Temujin ou celui d'un ravisseur merkite? Dans une société où la pureté de la lignée patrilinéaire avait une importance capitale, ce doute aurait pu être fatal à l'enfant. Mais Temujin, dans un geste qui défiait les conventions sociales, reconnut Jochi comme son fils légitime et le traita toujours sur un pied d'égalité avec ses autres enfants, même s'il ne lui confierait jamais le pouvoir suprême. Ce premier succès militaire attira l'attention sur le jeune chef. Des guerriers commencèrent à se rallier à lui, attirés par sa réputation grandissante et son charisme naturel. Temujin comprit rapidement l'importance de fidéliser ses hommes. Contrairement aux autres chefs nomades qui réservèrent le butin aux membres de leur famille, il le partageait équitablement entre tous ses partisans, créant ainsi un lien de loyauté personnelle qui transcendait les affiliations tribales traditionnelles. Cette innovation politique était révolutionnaire dans le contexte des steppes. Traditionnellement, l'allégeance allait au clan et à la tribu. Temujin créa un nouveau type d'organisation sociale, basée sur la loyauté personnelle et le mérite plutôt que sur les liens du sang. Les hommes qui se ralliaient à lui devenaient ses nœuds-cœurs, ses compagnons, quelle que soit leur origine tribale. Cette méritocratie rudimentaire lui permit d'attirer les guerriers les plus talentueux des steppes. Il accordait aussi une importance particulière à la loyauté. Ceux qui l'avaient suivi dans les moments les plus difficiles, lorsqu'il n'était qu'un fugitif sans ressources, recevaient les plus hautes récompenses et occupaient les postes les plus prestigieux dans son organisation naissante. Inversement, ceux qui l'avaient trahi ou abandonné, même s'ils venaient ensuite faire allégeance, restaient toujours suspects à ses yeux. Cette méfiance n'était pas seulement émotionnelle, elle était aussi stratégique. Dans un monde où la trahison était monnaie courante, seule une confiance basée sur des preuves répétées de loyauté permettait de construire des alliances durables. Parmi les hommes qui se distinguèrent autour de lui, certains venaient des origines les plus humbles. Jelm et son frère Subutai étaient fils d'un forgeron. Jebe était un ancien ennemi qui avait osé tirer sur Temujin lors d'une bataille. Son nom signifie « flèche » en mongol, rappel de cette première rencontre. Mukali était un simple guerrier qui s'éleva par son talent jusqu'à devenir l'un des 4 grands généraux de Gengis Khan. Ces hommes, qui auraient été cantonnés à des rôles subalternes dans le système tribal traditionnel, trouvèrent dans l'organisation de Temujin une voie d'ascension sociale inédite. Cette capacité à reconnaître et à récompenser le talent, indépendamment de l'origine sociale, devint l'une des forces principales de Temujin. Elle lui permit de constituer un corps d'officiers d'une qualité exceptionnelle, dévoué à sa personne et motivé par la perspective d'une promotion basée sur leur mérite. C'était un système radicalement différent de celui des empires sédentaires voisins, où les postes de commandement étaient souvent attribués en fonction de la naissance ou achetés à prix d'or. Mais le succès de Temujin suscita aussi des jalousies. Son ancien ami Jamuka, voyant son influence grandir, devint son rival. Leur affrontement cristallisa l'opposition entre 2 visions de la société nomade. Celle, traditionnelle, défendue par Jamuka, où le pouvoir restait l'apanage des lignées aristocratiques, et celle, plus méritocratique, promue par Temujin. La rupture entre les 2 hommes eut lieu lors d'une chasse collective, activité qui servait à la fois d'entraînement militaire et de lien social chez les nomades. Alors qu'ils avaient conjointement dirigé le raid contre les Merkits, ils se séparèrent peu après, apparemment à l'initiative de Jamuka. L'histoire secrète suggère que Jamuka, impatienté par la lenteur du campement de Temujin à lever le camp pour suivre une migration,
partit de son côté, creusant le premier fossé entre les deux amis. Cette séparation apparemment anodine marqua le début d'une rivalité qui allait dominer la politique des steppes pendant une décennie. Jamukha, issu d'une lignée plus prestigieuse que celle de Temujin et respectueux des hiérarchies traditionnelles, attira à lui la plupart des nobles mongols. En l'an 1186, il fut proclamé Gurkhan, chef universel, par une coalition de tribus, titre qui n'avait jamais été porté par un chef mongol auparavant et qui manifestait clairement ses ambitions hégémoniques. En réponse, les partisans de Temujin le proclamèrent Khan, affirmant ainsi leur indépendance vis-à-vis du nouveau Gurkhan. Ce titre, moins prestigieux que celui de Jamukha, reflétait la position encore précaire de Temujin, qui ne contrôlait à ce stade qu'un segment limité de la population mongole. L'affrontement entre les deux anciens amis était désormais inévitable. Il prit une tournure dramatique lors de la bataille de Dalan Balzut en l'an 1187. Les forces de Jamukha, supérieures en nombre et bénéficiant du soutien de la plupart des chefs tribaux, infligèrent une défaite cuisante à Temujin. Mais c'est l'après-bataille qui révéla le fossé idéologique séparant les deux hommes. Jamukha fit bouillir vivant 70 jeunes nobles capturés dans les rangs de Temujin. Démonstration de cruauté qui choqua même dans un monde habitué à la violence. Ce geste, conforme aux pratiques traditionnelles des steppes, où les nobles ennemis étaient souvent exécutés de manière spectaculaire, contrastait avec l'approche plus pragmatique de Temujin, qui préférait intégrer les vaincus dans ses rangs plutôt que de les exterminer. Cette défaite aurait pu marquer la fin de la carrière de Temujin. Mais, une fois de plus, il fit preuve d'une résilience exceptionnelle. Se repliant avec ses fidèles les plus proches, il reconstruisit patiemment ses forces. Il établit son campement sur les rives de l'Onon, en territoire mongol, rassemblant autour de lui tous ceux que rebutait le style aristocratique et traditionnel de Jamukha. Pendant près de 10 ans, les steppes mongoles furent le théâtre d'une guerre civile complexe, faite d'alliances changeantes, de trahisons et de batailles sanglantes. Temujin connut des victoires éclatantes et des défaites cuisantes. À plusieurs reprises, il fut presque anéanti, ne devant sa survie qu'à sa ténacité et à la loyauté indéfectible de ses compagnons les plus proches. Un tournant décisif se produisit lorsque Togrul, le Khan des Keraits qui avait été son premier protecteur, se retourna contre lui, poussé par son fils Nilka Sengum et par Jamukha. La raison immédiate de cette rupture fut la demande faite par Temujin de marier son fils aîné, Joshi, à la fille de Nilka Sengum, une alliance qui aurait renforcé sa position. Cette proposition fut interprétée comme une présomption inacceptable de la part d'un chef encore considéré comme inférieur. Trahi par celui qu'il considérait comme un père adoptif, Temujin dut fuir avec une poignée de fidèles. Averti par 2 serviteurs de Nilka Sengum, qui avaient entendu leur maître comploter son assassinat, il échappa de justesse à un guet-apens. Cet épisode illustre un trait récurrent de sa carrière, sa capacité à inspirer la loyauté même chez des hommes qui, théoriquement, auraient dû servir ses ennemis. Mais il revint quelques mois plus tard et, contre toute attente, écrasa les forces Keraits, numériquement supérieures à la bataille de Kalakalgit Sans. Cette victoire, obtenue grâce à une combinaison de ruses tactiques et de détermination farouche, marqua un tournant dans la guerre civile mongole. Togrul s'enfuit vers l'ouest et fut tué peu après par une sentinelle Naman, qui ne le reconnut pas. Cette victoire inattendue démontra les talents militaires exceptionnels de Temujin et de ses généraux. Il intégra les vaincus dans son armée, poursuivant sa politique d'assimilation qui transcendait les anciennes divisions tribales. Il nomma même certains chefs Keraits à des postes de responsabilité, montrant sa capacité à reconnaître le talent indépendamment des rancœurs passées. La défaite des Keraits, qui était l'une des tribus les plus puissantes des steppes, accrut considérablement le prestige et les ressources de Temujin. Elle lui donna également accès aux riches pâturages de la région de l'Orkhon, au cœur de la Mongolie actuelle,
une zone stratégique qui avait abrité les capitales de précédents empires nomades, comme les Turcs et les Ouïghours. Après avoir soumis les Keraïts, Temujin se tourna vers les Naïmans, la dernière grande confédération tribale qui lui résistait encore dans les steppes mongoles. Les Naïmans, établis à l'ouest de la Mongolie actuelle, étaient une tribu puissante qui avait adopté certains aspects de la culture ouïghour, y compris l'écriture. Leur chef, Taiyang Khan, avait donné refuge à Ramuka et à d'autres ennemis de Temujin. La campagne contre les Naïmans, lancée en l'an 1206, fut menée avec la méthodique efficacité qui caractérisait désormais les opérations militaires de Temujin. Divisant ses forces en plusieurs colonnes pour encercler les Naïmans, il les força à une bataille décisive à Kakirma, dans l'Altaï mongol. La bataille se solda par une victoire écrasante pour Temujin. Taiyang Khan fut tué, son fils Kuchulug s'enfuit vers l'ouest avec les restes de l'armée Naïman, et la plupart des guerriers survivants rejoignirent les rangs de Temujin. Parmi les captifs se trouvait un Ouïghour nommé Tata Tonga, qui devint le scribe de Temujin et l'aida plus tard à adapter l'alphabet ouïghour à la langue mongole, créant ainsi la première écriture spécifiquement mongole. Cette victoire marqua la fin effective de la guerre civile mongole. Pour la première fois depuis des siècles, toutes les tribus nomades de Mongolie étaient unifiées sous l'autorité d'un seul homme. Les Merkits, les Tatars, les Ongira et d'autres tribus mineures qui avaient survécu au conflit précédent se soumirent rapidement, comprenant que la résistance était désormais futile. C'est à ce moment que se tint un grand Kurultai, une assemblée des chefs de clans et de tribus, près des sources de l'Onon. Lors de cette réunion solennelle, Temujin fut proclamé Gengis Khan, un titre dont la signification exacte reste débattue, mais qui pourrait se traduire par souverain universel ou océanique. Ce n'était pas simplement un nouveau titre, mais la naissance d'une nouvelle identité politique. Les diverses tribus des steppes devaient désormais se considérer comme un seul peuple, les Mongols. La cérémonie qui accompagna cette proclamation mêlait des éléments traditionnels du chamanisme mongol et des innovations symboliques qui reflétaient la nouvelle réalité politique. Temujin fut élevé sur un feutre noir, porté par 9 guerriers représentant les principales tribus, et tourné 9 fois vers le soleil levant, nombre sacré dans la cosmologie mongole. Un chaman proclama que Tengri, le dieu du ciel, avait choisi Temujin pour régner sur tous les peuples des tentes de feutre. Mais au-delà de ces aspects rituels, la cérémonie marquait une rupture fondamentale avec le passé. Le titre de Gengis Khan n'était pas celui d'un simple chef tribal, même suprême. Il affirmait une autorité qui transcendait les divisions traditionnelles, fondant une entité politique nouvelle qui n'était plus basée sur les liens du sang, mais sur l'allégeance personnelle à un souverain charismatique. Cette unification représentait un exploit politique sans précédent. Jamais auparavant les nomades n'avaient réussi à surmonter leurs divisions pour former un État unifié durable. D'autres avaient tenté de rassembler les tribus des steppes, le plus célèbre étant Modun, fondateur de l'empire Xiongnu au IIIe siècle avant notre ère. Mais ces constructions politiques s'étaient généralement effondrées à la mort de leur créateur. Le génie de Gengis Khan fut de comprendre qu'une telle unité ne pouvait se maintenir que s'il transformait profondément les structures sociales et politiques traditionnelles des nomades. Il ne suffisait pas de soumettre les tribus rivales par la force. Il fallait créer de nouvelles institutions qui rendraient leur unification irréversible. Sa première innovation fut l'institution du système décimal pour l'organisation de son armée. L'ensemble de la société mongole fut divisé en unités militaires, des groupes de 10 hommes, Arban, regroupés en centaines, Jagun, puis en milliers, Mingan, et enfin en Tumen de 10 000 hommes. Chaque unité était dirigée par un officier nommé directement par le Khan, créant ainsi une chaîne de commandement qui court-circuitait les allégeances tribales traditionnelles. Ce système permettait une mobilisation rapide et efficace, et cassait délibérément les anciennes affiliations tribales en mélangeant les guerriers de différentes origines dans les mêmes unités. Un Tatar pouvait ainsi se retrouver sous les ordres d'un Kéreit,
et un merkite commandé des Mongols. Cette réorganisation visait explicitement à créer une nouvelle identité collective qui transcenderait les anciennes loyautés. La deuxième innovation majeure fut la création d'une garde personnelle d'élite, les Keshigs, composée de guerriers choisis pour leur valeur et leur loyauté absolue envers le Khan. Initialement formée de 70 hommes, elle s'élargit progressivement jusqu'à compter 10 000 membres. Ces hommes servaient à la fois de garde prétorienne et d'école de formation pour les futurs commandants mongols. Leurs fils étaient également incorporés dans la garde, créant ainsi un corps d'officiers professionnels dévoués au Khan plutôt qu'à leur tribu d'origine. Les Keshigs remplissaient diverses fonctions cruciales. Ils protégèrent la personne du Khan et sa famille, servèrent de messagers pour transmettre ses ordres, supervisaient l'application de ses décisions et constituaient sa réserve stratégique lors des batailles. Leur loyauté était renforcée par des privilèges substantiels. Ils recevaient les meilleures parts du butin, mangeaient à la table du Khan et leurs familles bénéficiaient d'une protection spéciale. Cette institution s'inspirait en partie des gardes impériales chinoises que Gengis Khan avait pu observer lors de ses premières campagnes contre les Jin. Mais il l'adapta aux réalités nomades, créant un corps mobile qui accompagnait le souverain dans ses déplacements constants. Les Keshigs devinrent l'épine dorsale du nouvel État mongol, assurant sa cohésion et sa continuité au-delà des aléas de la vie tribale. Enfin, Gengis Khan fit rédiger un code de loi, le Yasa, qui établissait des règles communes pour tous les Mongols, supplantant les diverses coutumes tribales. Si le contenu exact du Yasa reste mal connu, aucun exemplaire complet n'a survécu, on sait qu'il édictait des punitions sévères pour le vol, l'adultère ou la trahison, tout en garantissant la liberté religieuse et l'inviolabilité des ambassadeurs. Il réglementait également la chasse, activité cruciale pour l'entraînement militaire, et codifiait les procédures judiciaires. Le Yasa introduisait une notion révolutionnaire dans le monde nomade, celle d'une loi impersonnelle s'appliquant à tous indépendamment de leur statut tribal et émanant d'une autorité centrale. C'était un premier pas vers un état de droit, bien éloigné de l'arbitraire qui caractérisait souvent les relations intertribales. Ces réformes créèrent un État nomade centralisé, capable de mobiliser efficacement ses ressources militaires. L'unification des tribus mongoles n'était pas seulement une conquête territoriale, mais une véritable révolution politique qui transformait une mosaïque de groupes autonomes en une machine de guerre cohérente. Mais Gengis Khan comprit qu'un tel État avait besoin d'un objectif pour maintenir sa cohésion. Une armée permanente devait être occupée, sous peine de se retourner contre son créateur. Les énergies guerrières des nomades, autrefois dépensées dans des conflits intertribaux, devaient désormais être canalisées vers l'extérieur. La conquête allait devenir cet objectif. Avant de se lancer dans des guerres de conquête, Gengis Khan régla ses comptes avec les anciens ennemis des Mongols. Il mena une campagne dévastatrice contre les Tatars, responsables de la mort de son père, et les anéantit presque complètement. Cette vengeance, exécutée avec une froide détermination 40 ans après l'événement qui l'avait motivé, illustre sa mémoire implacable des offenses subies. Quant à Jamukha, son ancien ami devenu son rival le plus acharné, il fut finalement capturé après la défaite des Naïmans. Amené devant Gengis Khan, il refusa de se soumettre, demandant une mort noble sans effusion de sang. Privilège réservé au grand chef. Reconnaissant la valeur de son ancien frère de sang, Gengis Khan lui accorda ce souhait et le fit exécuter en lui brisant le dos. Méthode traditionnelle qui évitait que le sang du condamné ne touche la terre, considérée comme sacrée. Cet épisode, relaté en détail dans l'histoire secrète, est chargé d'émotions. Jamukha, avant de mourir, rappelle à Gengis Khan leur amitié de jeunesse et lui conseille de ne jamais faire entièrement confiance aux chefs qui l'ont rejoint tardivement. Ce dernier service, offrir un conseil loyal à celui qui allait le faire exécuter, témoigne d'une noblesse d'âme que Gengis Khan reconnut en ordonnant des funérailles honorables pour son rival. Une fois la Mongolie unifiée et ses ennemis personnels éliminés, Gengis Khan tourna son regard vers les riches empires qui entouraient les steppes. Ces États sédentaires,
avec leurs villes opulentes et leurs terres agricoles productives, représentaient des proies tentantes pour les nomades nouvellement unis. La conquête de ces territoires offrirait non seulement un butin immense, mais aussi des ressources durables pour maintenir l'unité mongole. En l'an 1209, les Mongols unifiés se tournèrent vers leur premier adversaire de taille, l'empire des Xia occidentaux, ou Tangut, qui contrôlait les territoires correspondant à l'actuel Gansu et une partie du Tibet. Cette puissance régionale, dominée par les Tangut, un peuple tibéto-birmane partiellement sinisé, possédait des villes prospères comme Ningxia et Dunhuang et contrôlait une portion importante de la route de la soie. Cette campagne servit de test pour l'armée nouvellement réorganisée de Gengis Khan. Les Mongols, habitués aux batailles en terrain ouvert contre d'autres nomades, durent apprendre à assiéger des villes fortifiées, une forme de guerre très différente des raids auxquels ils étaient habitués. Adaptables et pragmatiques, ils maîtrisèrent rapidement les techniques de siège, souvent avec l'aide d'ingénieurs et d'artisans capturés. Ils apprirent à construire des catapultes, des béliers et des tours d'assaut, à creuser des tunnels sous les murailles, à détourner les cours d'eau qui alimentaient les villes assiégées. Cette capacité d'apprentissage et d'adaptation technique, caractéristique de l'approche mongole de la guerre, leur permit de surmonter rapidement leur inexpérience initiale. Les Xia, impressionnés par la puissance militaire mongole, acceptèrent de devenir tributaires, accordant à Gengis Khan son premier succès diplomatique majeur. Ce statut de tributaire impliquait le paiement d'un tribut annuel en soie, argent et jeunes filles, ainsi que la fourniture de troupes auxiliaires pour les campagnes futures. En échange, les Mongols reconnaissaient l'autonomie interne des Xia et s'engageaient à les protéger contre d'autres agresseurs. Ce premier arrangement, qui préfigurait le système de relations tributaires que les Mongols allaient étendre à une grande partie de l'Eurasie, montrait la flexibilité politique de Gengis Khan. Il ne cherchait pas nécessairement à détruire ou à occuper directement tous les territoires qu'il soumettait. Un statut de vassalité, garantissant un flux régulier de ressources sans les coûts d'une administration directe, pouvait suffire dans certains cas. Mais c'est vers l'empire Jin que Gengis Khan tourna ensuite son attention. Cette dynastie, d'origine jurchène, un peuple toungouz, régnait sur le nord de la Chine et avait longtemps dominé les tribus mongoles. Les Jurchens avaient eux-mêmes été des nomades avant de conquérir la Chine du Nord en l'an 1115, renversant la dynastie Song qui dut se replier au sud du Yangtze. Un siècle plus tard, ils s'étaient largement sinisés, adoptant de nombreux aspects de la culture chinoise, tout en maintenant certaines traditions militaires de leurs origines nomades. L'invasion du territoire Jin en l'an 1211 marqua le véritable début de l'expansion mongole au-delà des steppes. Contrairement à la campagne contre les Xia, qui pouvait être interprétée comme une simple extension du territoire traditionnel des nomades vers ses marges agricoles, l'attaque contre les Jin représentait une ambition impériale claire, la conquête d'un des États les plus puissants et sophistiqués de l'époque. Le prétexte de cette invasion fut le refus de l'empereur Jin Weishao de punir un gouverneur de frontière qui avait exécuté des envoyés mongols. Ce casus belli, l'offense à des ambassadeurs, allait devenir récurrent dans les conquêtes mongoles. Gengis Khan, très sensible à tout ce qui touchait à son honneur et à celui de ses représentants, utilisait de tels affronts pour justifier des guerres qui servaient en réalité des objectifs stratégiques bien plus vastes. La campagne contre les Jin révéla l'extraordinaire efficacité de l'armée mongole. Bien que numériquement inférieure aux forces chinoises, elle compensait ce désavantage par une mobilité exceptionnelle, une discipline de fer et une intelligence tactique remarquables. Les cavaliers mongols, capables de parcourir 100 km par jour, surpassaient largement les armées sédentaires en termes de vitesse de déplacement. Cette mobilité leur permettait de frapper où et quand ils le souhaitaient, mettant constamment leurs adversaires sur la défensive. Chaque guerrier mongol disposait de plusieurs chevaux qu'il alternait pour éviter de les épuiser. Il transportait avec lui une provision de viande séchée, de lait fermenté et de sang de cheval coagulé, ce qui lui permettait de se passer de convois de ravitaillement qui auraient ralenti sa progression.
En cas de besoin, il pouvait ouvrir une veine de sa monture et boire son sang. Pratique qui horrifiait les observateurs étrangers, mais assurait une autonomie logistique inégalée. L'armement standard du cavalier mongol comprenait 2 arcs composites, l'un pour le tir à longue distance, l'autre pour le combat rapproché. Une trentaine de flèches aux pointes variées, perforantes pour les armures, incendiaires, sifflantes pour la signalisation. Un sabre courbe, une lance légère, un lasso et des couteaux. Certains guerriers portaient également une masse d'armes ou une hache pour le combat au corps à corps. Cette panoplie complète lui permettait de s'adapter à tous les types d'adversaires et de situations tactiques. La tactique préférée des Mongols était le Mangudai, une fausse retraite destinée à désorganiser les lignes ennemies. Des unités mongoles simulaient la fuite, attirant à leur poursuite des détachements adverses qui se retrouvaient alors isolés et vulnérables. Une fois l'ennemi suffisamment dispersé, les Mongols faisaient volte-face et anéantissaient leurs poursuivants. Cette manœuvre, extrêmement difficile à exécuter, nécessitait une discipline et une coordination parfaite entre les unités, qualité que l'armée mongole possédait à un degré rarement égalé. Cette tactique fut employée avec un succès dévastateur lors de la bataille de la passe de Badger, en l'an 1211, où une force djinn de 70 000 hommes fut détruite. Cette victoire ouvrit aux Mongols la route de Jongdu, l'actuel Pékin, la capitale septentrionale des Jin. Le siège de Jongdu, qui dura plusieurs mois, se conclut par la capitulation de la ville en l'an 1215. Les Mongols s'emparèrent d'un butin immense et forcèrent les Jin à verser un lourd tribut. Mais ils ne purent conquérir l'intégralité de l'empire Jin, dont la capitale fut déplacée plus au sud, à Kaifang. La soumission complète des Jin devrait attendre plusieurs années. Entre-temps, un incident à la frontière orientale de l'empire mongol allait précipiter une nouvelle phase d'expansion. En l'an 1218, un gouverneur du Khwarezm, un puissant État musulman qui contrôlait l'Asie centrale, fit exécuter des marchands envoyés par Gengis Khan et maltraita ses ambassadeurs. Ce gouverneur, Inalchuk, était l'oncle du Shah Muhammad II, ce qui donnait à son acte une dimension politique particulière. Pour les Mongols, l'inviolabilité des ambassadeurs était un principe sacré, inscrit dans le Yassa. Gengis Khan envoya une seconde ambassade pour demander des explications et exiger la punition du coupable. Mais le Shah, mal conseillé ou sous-estimant la puissance mongole, fit exécuter les ambassadeurs, les décapitant et renvoyant leur tête à Gengis Khan. Cette offense ne pouvait rester impunie. Selon les chroniques, Gengis Khan se retira seul sur une colline pendant 3 jours, priant Tengri et méditant sur sa réponse. Quand il revint, sa décision était prise. Le Khwarezm serait détruit. En l'an 1219, Gengis Khan lança une campagne punitive contre le Khwarezm. Ce qui aurait pu n'être qu'une expédition limitée se transforma en une conquête totale de l'Asie centrale. Le Shah du Khwarezm, Muhammad II, malgré une armée bien plus nombreuse que celle des Mongols, choisit une stratégie défensive, dispersant ses forces dans les grandes villes fortifiées de son empire. Cette décision, qui semblait prudente, se révéla désastreuse. Les Mongols, divisant leurs forces en plusieurs colonnes, prirent les villes une par une. Bukhara, Samarcande, Urgench, Balkh, Merv, Nishapur. Les joyaux de l'Asie centrale tombèrent successivement, souvent après des sièges brefs, mais d'une violence inouïe. Les habitants qui résistaient étaient massacrés, tandis que les artisans étaient déportés en Mongolie pour mettre leurs talents au service des conquérants. La destruction des systèmes d'irrigation lors de ces campagnes transforma certaines régions autrefois fertiles en désert. Des villes qui étaient des centres intellectuels et culturels majeurs du monde musulman furent réduites à des villages misérables pour des siècles. Les chroniqueurs contemporains décrivent des scènes apocalyptiques. À Merv, la population entière fut exterminée, à l'exception de 400 artisans. À Nishapur, les Mongols ordonnèrent que chaque soldat rapporte plusieurs têtes d'habitants en guise de trophée. Cette brutalité n'était pas gratuite.
Elle servait un objectif stratégique, terroriser les populations pour éviter toute résistance future. Gengis Khan comprit très tôt que les Mongols, peu nombreux, ne pouvaient occuper durablement les vastes territoires qu'ils conquéraient. La terreur devenait donc un outil de contrôle politique. Les villes qui se rendaient en combattre étaient généralement épargnées, tandis que celles qui résistaient servaient d'exemple terrifiant. Le Shah Muhammad II, fuyant devant l'avance mongole, mourut abandonné sur une île de la mer Caspienne. Son fils, Jalal ad-Din, tenta de résister, remportant même une rare victoire contre un détachement mongol à la bataille de Parwan. Mais il fut finalement vaincu sur les rives de l'Indus et dut se réfugier en Inde, abandonnant l'Asie centrale aux Mongols. Cette campagne démontra la capacité de l'armée mongole à opérer efficacement sur un terrain très différent des steppes. L'Asie centrale, avec ses déserts, ses montagnes et ses oasis fortifiées, posait des défis logistiques et tactiques considérables. Les Mongols y répondirent en adaptant leur style de guerre, combinant leur mobilité traditionnelle avec des techniques de siège de plus en plus sophistiquées. Ils apprirent notamment à détourner les cours d'eau pour inonder les villes, ou au contraire, pour les priver d'eau. À Urgenche, ils détournèrent le cours de la Moudaria pour noyer une partie de la ville. À Balkh, ils utilisèrent des catapultes pour lancer des pots remplis de nafte enflammée, créant des incendies impossibles à éteindre. À Samarcande, ils forcèrent les prisonniers à combler les fossés défensifs avec des fagots, créant des passages pour leurs troupes d'assaut. Cette ingéniosité technique, combinée à une détermination implacable, rendait leur siège presque toujours victorieux, malgré leur inexpérience initiale dans ce type de guerre. Les Mongols compensaient leur manque de tradition dans la polyorcétique par leur capacité d'apprentissage et leur pragmatisme. Ils n'hésitaient pas à recruter des ingénieurs chinois, persans ou arabes, capturés lors de leur conquête, et à adopter les techniques qui leur semblaient les plus efficaces, quelle que soit leur origine. La conquête du Khwarezm fut suivie par des raids en Perse orientale et dans le Caucase, menés notamment par les généraux Jebé et Subutai. Ces deux commandants, avec une force de seulement 20 familles-hommes, réalisèrent un raid de reconnaissance extraordinaire, parcourant plus de 6000 km en 3 ans, contournant la mer Caspienne et pénétrant en Russie kiévienne. Ce raid n'était pas conçu comme une conquête permanente, mais comme une mission d'exploration et de reconnaissance, visant à évaluer la puissance des royaumes occidentaux et à cartographier les routes qui pourraient bonnes servir à de futures invasions. C'était une forme d'intelligence stratégique à grande échelle, caractéristique de l'approche méthodique des Mongols. Jeb et Subutai traversèrent successivement l'Azerbaïdjan, la Géorgie et le Caucase, battant toutes les forces qui tentaient de leur barrer la route. Ils contournèrent la mer Caspienne par le nord, pénétrèrent dans les steppes pontiques, l'actuelle Ukraine, et affrontèrent les Koumans, un peuple turcique qui dominait alors cette région. Les Koumans, eux-mêmes d'origine nomade, auraient pu constituer des adversaires redoutables. Mais divisés en multiples tribus rivales, ils ne purent opposer un front uni aux Mongols. Leur chef principal, Khöten, appela à l'aide les princes russes, arguant que si les Mongols n'étaient pas arrêtés, ils menaceraient bientôt la Russie elle-même. En l'an 1223, Jeb et Subutai écrasèrent une coalition de princes russes et de guerriers koumans à la bataille de la Kalka. Cette défaite catastrophique, où périrent 6 princes russes et 70 nobles, annonçait l'invasion mongole de la Russie, qui n'aurait lieu que 15 ans plus tard, mais qui marquerait profondément l'histoire russe. Après cette victoire, Jebé et Subutai retournèrent en Mongolie, bouclant leur extraordinaire périple. Ce raid de reconnaissance, souvent négligé par les historiens occidentaux, constitue pourtant un exploit militaire remarquable. Une force relativement réduite avait parcouru des milliers de kilomètres en territoire hostile, vaincu toutes les armées rencontrées et rapporté des informations cruciales sur les terres occidentales. Ces données serviraient plus tard à planifier les grandes invasions mongoles de l'Europe orientale et du Moyen-Orient. Pendant ce temps, Gengis Khan s'était tourné vers un nouvel objectif: la conquête définitive de l'empire des Sia occidentaux.
Malgré leur statut de tributaires, les Tanguts avaient refusé de fournir des troupes pour la campagne contre le Khwarezm, provoquant la colère du Khan. Cette trahison, comme l'a considéré Gengis Khan, ne pouvait rester impunie. La loyauté des vassaux était un principe fondamental du système politique qu'il construisait. Et tout manquement devait être sévèrement châtié pour maintenir l'intégrité de l'ensemble. La campagne, lancée en l'an 1226, fut impitoyable. Les Mongols détruisirent systématiquement les systèmes d'irrigation des oasis Tangut, asphyxiant économiquement l'empire. Ils saccagèrent méthodiquement les villes, démolissant les murailles pour qu'elles ne puissent plus jamais servir de défense. Ils massacrèrent ou déportèrent une grande partie de la population, transformant des régions autrefois prospères en zones quasiment désertiques. C'est durant cette campagne, en l'an 1227, que Gengis Khan mourut, probablement des suites d'une chute de cheval, bien que certaines sources évoquent une maladie ou même un empoisonnement. Il était alors âgé d'environ 65 ans, un âge avancé pour l'époque, surtout pour un homme qui avait passé sa vie sur les champs de bataille. Selon ses dernières volontés, sa mort fut gardée secrète jusqu'à la fin de la campagne. Seuls ses fils et ses généraux les plus proches furent informés. Son corps fut transporté discrètement vers la Mongolie et l'armée continua ses opérations comme si le Khan était toujours vivant, recevant des ordres transmis par ses fils. Cette dissimulation visait à éviter tout soulèvement des peuples soumis et toute lutte de succession prématurée qui aurait pu compromettre les conquêtes en cours. Les Xia occidentaux furent définitivement vaincus quelques mois plus tard, leur capitale Ningxia prise et leur dynastie exterminée. L'empire Tangu cessa d'exister en tant qu'entité politique, ces territoires étant directement incorporés à l'empire mongol. Le corps de Gengis Khan fut ramené en Mongolie pour y être enterré. Selon la tradition, tous ceux qui croisèrent le cortège funèbre furent mis à mort pour garder secret l'emplacement de sa tombe, qui reste inconnu à ce jour. Des légendes parlent d'un cours d'eau détourné pour recouvrir le site funéraire, ou de milliers de chevaux piétinant le sol pour effacer toute trace. Quelle que soit la vérité, cette volonté de dissimulation reflète l'importance des croyances chamaniques dans la culture mongole de l'époque, qui voyait dans les sépultures des lieux sacrés devant être protégés de toute profanation. Selon certaines traditions, Gengis Khan fut enterré près du mont Burkhan Khaldun, la montagne sacrée qu'il avait protégée plusieurs fois au cours de sa vie. D'autres sources suggèrent qu'il aurait pu être inhumé dans la vallée de l'Orkhon, région qui abritait le cœur politique de son empire. Des expéditions archéologiques modernes ont exploré ces zones, mais aucune n'a localisé avec certitude la tombe du conquérant. La mort de Gengis Khan marque une césure majeure dans l'histoire mongole et eurasienne. L'homme qui avait unifié les tribus nomades et lancé la plus grande vague de conquête que le monde ait connue disparaissait, laissant derrière lui un empire immense mais encore en formation. La question de sa succession se posait de manière aiguë. Au moment de sa mort, l'empire créé par Gengis Khan s'étendait de la mer de Chine jusqu'à la mer Caspienne, englobant la Mongolie, le nord de la Chine, l'Asie centrale et des parties de l'Iran et de la Russie. En une vingtaine d'années, il avait créé le plus grand empire contigu que le monde ait jamais vu. Mais cette construction politique géante reposait en grande partie sur la personnalité exceptionnelle de son fondateur. Gengis Khan avait été à la fois le stratège génial qui concevait les campagnes, le chef charismatique qui inspirait loyauté et dévouement, et l'architecte politique qui dessinait les contours d'un nouvel ordre. Sa disparition risquait de compromettre l'édifice tout entier. Conscient de ce danger, Gengis Khan avait soigneusement préparé sa succession. Contrairement à la coutume mongole traditionnelle qui voulait que l'héritage soit divisé entre tous les fils, il avait désigné son troisième fils, Ögedei, comme successeur unique. Ce choix visait à préserver l'unité de l'empire qu'il avait créé avec tant d'efforts. Pourquoi Ögedei et non l'aîné Joshi ou le second Chagatai? Joshi, dont la paternité avait toujours été entourée de doutes, il était né peu après que sa mère, Burt, eût été libérée de sa captivité chez les Merkits.
était considéré comme inapte au pouvoir suprême malgré les talents militaires et politiques qu'il avait démontrés. Chagatai, guerrier valeureux mais au tempérament colérique et intransigeant, ne possédait pas les qualités diplomatiques nécessaires pour gouverner un empire aussi divers. Ögedei, en revanche, était réputé pour sa générosité, sa modération et ses talents de conciliateur. Dans une famille marquée par de fortes personnalités et des tensions latentes, il représentait une figure consensuelle capable de maintenir l'unité. Comme l'aurait dit Gengis Khan lui-même, selon l'histoire secrète, Ögedei est équilibré et stable. Il saura préserver ce que nous avons conquis. Un Kurultai fut convoqué en l'an 1229 pour confirmer Ögedei comme grand khan. Entre-temps, l'empire fut administré par Tolui, le plus jeune fils de Gengis, en tant que régent. Cette période intérimaire se passa sans heurts majeurs, témoignant de la solidité des institutions créées par le conquérant et de la loyauté de ses fils envers ses dernières volontés. Le Kurultai réunit tous les princes de la famille Genghis Khanide, à l'exception de Jochi, décédé peu avant son père, ainsi que les chefs des grandes tribus et les généraux les plus importants. Après les rituels traditionnels, y compris des sacrifices au dieu Tengri et des libations en l'honneur de Gengis Khan, Ögedei fut officiellement proclamé Khagan, grand khan. Pour marquer cette transition et affirmer la continuité du pouvoir, Ögedei ordonna la construction d'une capitale fixe, Karakorum, dans la vallée de l'Orkhon. Jusqu'alors, le centre administratif de l'empire suivait les déplacements du khan, selon la tradition nomade. La création d'une capitale permanente, bien que modeste par rapport aux grandes métropoles des empires sédentaires, représentait une évolution significative vers une structure étatique plus conventionnelle. Sous le règne d'Ögedei, 1229 à 1241, l'expansion mongole se poursuivit à un rythme soutenu. Loin de marquer une pause, la mort du fondateur sembla accélérer le mouvement de conquête, comme si ses successeurs cherchaient à prouver leur légitimité par de nouvelles victoires. L'empire Jin fut définitivement conquis en l'an 1234, après une campagne acharnée. L'empereur Jin Aizong se suicida lors de la prise de sa capitale, Kaifeng, marquant la fin d'une dynastie qui avait dominé le nord de la Chine pendant plus d'un siècle. Les territoires Jin furent incorporés à l'empire mongol, créant pour la première fois une continuité territoriale directe entre les steppes et les riches plaines agricoles chinoises. La dynastie Song du Sud, qui régnait sur la Chine méridionale, devint la cible suivante des ambitions mongoles. Cependant, la conquête de cette région, protégée par le Yangtze et défendue par une armée nombreuse et aguerrie, s'avéra plus difficile. Les premières tentatives d'invasion, sous Ögedei, se soldèrent par des échecs, notamment en raison des difficultés que rencontraient les cavaliers mongols dans les terrains marécageux et densément peuplés du sud de la Chine. La conquête définitive des Song ne serait achevée que sous Kubilai, petit-fils de Gengis Khan, en l'an 1279, après des décennies d'efforts intermittents. Mais c'est vers l'ouest que se porta l'effort principal des Mongols sous Ögedei. En l'an 1235 fut lancée une grande campagne contre l'Europe, commandée par Batyu, fils de Jochi et petit-fils de Gengis Khan, assisté du brillant stratège Subutai. Cette invasion, connue en Occident sous le nom d'invasion tatare ou mongole, devait avoir des conséquences durables sur l'histoire de l'Europe orientale. L'armée de Batyu et Subutai, forte d'environ 150 000 hommes, était divisée en plusieurs corps opérant indépendamment mais coordonnant leurs mouvements. Cette organisation, typique de la stratégie mongole, permettait de couvrir un large front tout en concentrant rapidement les forces en cas de besoin. Les principautés russes, divisées et affaiblies par des querelles dynastiques, tombèrent les unes après les autres. Ryazan, Vladimir, Souzdal, Tver furent prises et saccagées. Les princes qui tentèrent de résister étaient impitoyablement écrasés, comme lors de la bataille de la rivière Sith, où le grand prince Yuri II de Vladimir trouva la mort. Kiev,
La plus grande ville de la Russie médiévale et l'un des centres culturels majeurs de l'Europe orientale, fut prise et saccagée en l'an 1240. Les chroniques décrivent une destruction si complète que lorsque l'ambassadeur papal Jean de Plancarpin visita la ville quelques années plus tard, il ne compta que 200 maisons encore debout. De cette grande cité qui comptait plus de 200 églises et d'innombrables habitants, écrit-il, il ne reste qu'un désert de pierres noircies. Cette conquête eut des conséquences profondes sur l'histoire russe. Le centre de gravité politique se déplaça vers le nord-est, vers des principautés comme Moscou, jusque la Seconde Ère. Les liens économiques et culturels avec Byzance et l'Europe occidentale furent gravement perturbés, isolant la Russie pour les siècles à venir. La psychologie collective russe en fut également marquée, développant ce que certains historiens ont appelé une mentalité de forteresse assiégée. Une méfiance profonde envers le monde extérieur, perçue comme fondamentalement hostile. Après avoir soumis la Russie, les Mongols se tournèrent vers l'Europe centrale. En l'an 1241, ils envahirent simultanément la Pologne et la Hongrie, dans une manœuvre en tenaille caractéristique de leur art stratégique. Une armée polonaise, renforcée par des chevaliers teutoniques et templiers, fut anéantie à la bataille de Lenica. Le duc Henri II de Silésie y périt avec la fleur de la chevalerie polonaise et allemande. Quelques jours plus tard, l'armée hongroise, considérée comme l'une des plus puissantes d'Europe, subit le même sort à la bataille de Mohy, sur les rives de la Sajo. Le roi Béla IV ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval. S'enfuyant jusqu'à la côte d'Almat, pendant que son royaume était ravagé méthodiquement. La route de l'Europe occidentale semblait ouverte. Les chroniqueurs contemporains décrivent la panique qui s'empara des cours européennes. À Londres, à Paris, à Rome, on se préparait au pire. Des prières publiques étaient organisées pour implorer la protection divine contre les hordes sorties de l'enfer. L'empereur Frédéric II appelait tous les princes chrétiens à s'unir contre ce fléau de Dieu. Pourtant, les Mongols s'arrêtèrent aux portes de Vienne. La mort de Gödei, survenue en décembre 1241, nécessitait la présence de Batu en Mongolie pour l'élection du nouveau Grand Khan. Les armées mongoles se retirèrent donc d'Europe centrale, épargnant probablement l'Occident d'une conquête qui aurait pu changer le cours de l'histoire européenne. Cette retraite soudaine alimenta de nombreuses spéculations. Certains chroniqueurs chrétiens y virent un miracle divin, une intervention providentielle pour sauver la chrétienté. Des historiens modernes ont suggéré que les Mongols avaient atteint les limites logistiques de leur avance, ou que les pâturages d'Europe centrale, trop humides et boisés, ne convenaient pas à leurs chevaux des steppes. Mais la raison principale semble bien avoir été la nécessité politique de régler la succession de Gödei, conformément aux instructions laissées par Gengis Khan lui-même, qui avait établi que tous les princes du sang devaient être présents au Kurultai, désignant un nouveau grand Khan. Batu ne retourna cependant pas en Mongolie, préférant s'établir sur les rives de la Volga, où il fonda la Horde d'Or, un khanat qui allait dominer la Russie pendant plus de 2 siècles. Cette décision, motivée en partie par son antagonisme avec d'autres branches de la famille Genghis Khanide, marquait le début de la fragmentation de l'empire mongol. La succession de Gödei fut marquée par des luttes intestines. Sa veuve, Thérégienne, assura la régence pendant 5 ans avant de faire élire leur fils Guyuk comme grand khan en l'an 1246. Cette période vit le début d'une influence accrue des femmes dans la politique mongole, phénomène notable dans une société patriarcale. Plusieurs khatoun, princesses, jouèrent des rôles déterminants dans les décennies qui suivirent, révélant la position relativement élevée des femmes dans la société mongole par rapport à la plupart des cultures contemporaines. Guyuk, dont les relations avec Batu étaient notoirement mauvaises, mourut après seulement 2 ans de règne, plongeant à nouveau l'empire dans l'incertitude. Sa veuve, Ogul-Kaimish, tenta d'assurer la régence, mais fut évincée par une faction rivale menée par Batu et Mengke, fils de Tolui. Le Kurultai de l'an 1251 porta au pouvoir Mengke, fils de Tolui et petit-fils de Gengis Khan.
Ce changement dynastique des Eugédéides vers les Toluides ne se fit pas sans résistance et nécessita une purge sanglante des partisans de la lignée d'Eugédei. Plusieurs princes et princesses de cette branche furent exécutés pour conspiration, établissant un précédent de violence intrafamiliale qui allait marquer la politique mongole pour les décennies à venir. Sous Möngke, l'empire mongol atteignit son apogée territorial. 2 grandes campagnes furent lancées simultanément. L'une vers le Moyen-Orient, commandée par son frère Hulegu, l'autre vers la Chine des Song, dirigée par son frère Kubilai. Hulegu mena une campagne dévastatrice contre les assassins, une secte ismaélienne qui contrôlait plusieurs forteresses dans les montagnes de Perse. Ces Nizarites, comme ils se nommaient eux-mêmes, avaient terrorisé le monde musulman pendant près de 2 siècles par leurs assassinats ciblés de personnalités politiques et religieuses. Leur élimination, saluée par la plupart des souverains de la région, facilita la conquête mongole en supprimant un obstacle majeur et en présentant les envahisseurs comme des libérateurs. Après avoir détruit le pouvoir des assassins, Hulegu se tourna vers le califat abbasside, basé à Bagdad. Bien que largement dépouillé de son pouvoir politique effectif, le calife restait le chef spirituel de l'islam sunnite et le symbole d'une continuité institutionnelle remontant au prophète lui-même. Sa ville, Bagdad, était l'un des principaux centres intellectuels et culturels du monde médiéval, abritant d'innombrables savants, bibliothèques et monuments. Le calife Al-Mustazim, mal conseillé et sous-estimant la menace mongole, refusa de se soumettre aux ultimatums d'Hulegu. En représailles, Bagdad fut assiégée, puis prise en l'an 1258. Le sac de la ville dura 1 semaine, faisant des centaines de milliers de victimes. Les bibliothèques furent brûlées, les canaux d'irrigation détruits, les monuments vandalisés. Le dernier calife abbasside fut exécuté, mettant fin à une dynastie qui avait régné pendant plus de 500 ans. Cette catastrophe eut un impact profond sur le monde musulman. De nombreux chroniqueurs arabes y virent un signe de la fin des temps, une punition divine pour les péchés des croyants. Le philosophe Ibn Khaldoun écrivit plus tard « L'Orient a été dévasté par leurs sabots, et l'islam et les musulmans ont subi de leur part les calamités que seul Dieu peut dénombrer. » Hulegu poursuivit sa progression vers la Syrie, prenant Alep et Damas, mais dut s'arrêter face à la résistance des Mamelouks d'Égypte qui infligèrent aux Mongols une rare défaite à Aïn Jalut en l'an 1260. Cette bataille, souvent négligée dans les histoires occidentales, fut d'une importance capitale. Elle marqua non seulement la limite occidentale de l'expansion mongole au Moyen-Orient, mais aussi la première défaite majeure d'une armée mongole, principale depuis les débuts de leur expansion. La victoire mamelouk peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Hulegu avait dû retirer une partie de ses forces pour participer à la succession de Möngke, mort en l'an 1259, laissant son lieutenant Kitbuka avec des effectifs réduits. Les Mamelouks, dirigés par le sultan Kutuz et le futur sultan Baybar, étaient eux-mêmes d'anciens esclaves soldats d'origine turque ou circassienne, aussi à l'aise à cheval que les Mongols et familiers de leur tactique. Enfin, le terrain de Galilée, vallonné et partiellement boisé, ne favorisait pas le déploiement de la cavalerie mongole, habituée aux vastes espaces ouverts des steppes. Cette défaite, bien que tactiquement limitée, eut des conséquences stratégiques majeures. Elle sauva l'Égypte et, avec elle, l'Afrique du Nord et peut-être l'Europe méridionale d'une conquête mongole. Elle préserva également les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine, d'une possible destruction. Sur le plan politique, elle assura la domination mamelouk sur l'Égypte et la Syrie pour les siècles à venir, créant un nouvel équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Pendant ce temps, Kubilai avançait méthodiquement contre l'empire des Song, la dernière grande puissance chinoise indépendante. La campagne, commencée sous Möngke, mort pendant le siège de Diaoyu, une forteresse Song, se prolongea pendant plusieurs décennies. Les Song possédaient une marine puissante,
des villes bien fortifiées et d'immenses ressources en hommes et en matériel. Leur territoire, traversé de fleuves, de canaux et de montagnes, se prêtait mal aux tactiques traditionnelles mongoles. Pour surmonter ces obstacles, Kubilai dut adopter et adapter les techniques militaires chinoises. Il développa une flotte fluviale et maritime, recruta des ingénieurs spécialisés dans les sièges et les trébuchets, employa la poudre à canon, invention chinoise, dans les combats. Cette sinisation progressive des méthodes de guerre reflétait une transformation plus large de la présence mongole en Chine, où les conquérants adoptaient de plus en plus les pratiques administratives et culturelles des conquis. La conquête ne s'acheva qu'en l'an 1279 avec la bataille navale de Yamen, qui vit la destruction de la flotte Song et le suicide du dernier empereur enfant, Song Bing. Un ministre loyal, portant l'enfant sur son dos, se jeta dans la mer en déclarant « Un empereur de la dynastie Song doit mourir en empereur, non en prisonnier ». Cet acte de loyauté désespérée marqua symboliquement la fin d'une ère et l'intégration complète de la Chine dans l'orbite mongole. Kubilai, qui avait succédé à Mengke comme grand khan après une guerre civile contre son frère Arik Beke, établit la dynastie Yuan en Chine et déplaça sa capitale à Khanbalik, l'actuel Pékin. Ce faisant, il s'éloignait des traditions nomades pour adopter un mode de gouvernement plus chinois, s'attirant les critiques des Mongols traditionalistes qui l'accusaient de trahir l'héritage de Gengis Khan. Cette sinisation progressive de la cour de Kubilai accentua les tensions avec les autres branches de la famille Genghis Khanide qui gouvernaient les parties occidentales de l'empire. Dès les années 1260, l'empire mongol se divisa en 4 khanates largement autonomes. La Chine des Yuan, dirigée par Kubilai et ses descendants, théoriquement suzerain de tout l'empire, mais dont l'autorité effective ne s'étendait guère au-delà de l'Extrême-Orient. Ce khanat, le plus riche et le plus peuplé, était aussi le plus acculturé, adoptant largement les institutions et les pratiques chinoises, tout en maintenant une stricte séparation entre l'élite mongole et la population Han. Le khanat de Jagatai, en Asie centrale, gouverné par les descendants de Jagatai, deuxième fils de Gengis Khan, restait plus fidèle au mode de vie nomade traditionnel. Cette entité politique, centrée sur les bassins du Tarim et du Sirdaria, conserva plus longtemps que les autres les valeurs et les coutumes des steppes, résistant à l'influence des cultures sédentaires environnantes. L'Ilkhanat de Perse, fondé par Ulegu, qui adopta progressivement la culture persane et se convertit à l'islam, d'abord au chiisme sous Ghazan Khan, puis au sunnisme. Cette conversion reflétait la nécessité de légitimer leur pouvoir aux yeux de leurs sujets majoritairement musulmans, après les destructions initiales qui avaient profondément aliéné la population locale. La Horde d'Or, établie par Batu dans les steppes russes, qui exerçait sa suzeraineté sur les principautés russes, prélevant des tribus mais les laissant s'auto-administrer. Ce système de gouvernement indirect, où les princes russes devaient obtenir un yarlik, décret d'investiture, du Khan pour régner légitimement, évitait les coûts d'une administration directe tout en assurant un flux constant de ressources vers les maîtres mongols. Cette fragmentation marquait la fin de l'empire unifié rêvé par Gengis Khan. Les différents khanats se livrèrent même parfois des guerres, comme lors du conflit entre la Horde d'Or et l'Ilkhanat au sujet du Caucase. L'unité mongole, forgée par le génie politique de Gengis Khan, n'avait pas survécu longtemps à son créateur. Cette division reflétait les tensions inhérentes à un empire si vaste et si divers. La distance géographique rendait difficile toute administration centralisée à une époque où un message mettait des mois à traverser l'Eurasie. Les intérêts divergents des différentes branches de la famille Genghis Khanide encourageaient le séparatisme. Enfin, l'influence croissante des cultures sédentaires sur leurs conquérants nomades créait des trajectoires d'évolution distinctes dans chaque région de l'Empire. Néanmoins, même fragmenté, l'Empire mongol eut un impact profond sur l'histoire mondiale. La période de domination mongole, connue sous le nom de Pax Mongolica,
vit un développement sans précédent des échanges commerciaux et culturels à travers l'Eurasie. Des routes commerciales comme la route de la soie, sécurisées par l'autorité mongole, permirent la circulation des biens, des idées et des technologies entre l'Est et l'Ouest. Les voyageurs pouvaient traverser l'Eurasie d'un bout à l'autre sous la protection de l'Iam, le système postal mongol qui garantissait sécurité et assistance aux porteurs de paisa. Tablettes d'autorité émises par les khans. Des marchands comme Marco Polo, des missionnaires comme Jean de Plancarpin et Guillaume de Rubruck. Des diplomates comme Rabban Bar Sauma purent ainsi parcourir des milliers de kilomètres et rapporter en Occident des descriptions détaillées de l'Orient, brisant l'isolement relatif qui avait prévalu jusqu'alors. Des innovations chinoises comme l'imprimerie, la poudre à canon et la boussole atteignirent l'Europe par ce biais. Inversement, des techniques et des styles artistiques occidentaux se propagèrent vers l'Est. Les Mongols eux-mêmes, pragmatiques et ouverts aux idées étrangères, adoptèrent ce qui leur semblait utile dans les cultures qu'ils avaient conquises. Cette ouverture se manifesta notamment dans leur politique religieuse. Bien que chamanistes à l'origine, les Mongols pratiquaient une tolérance religieuse remarquable pour l'époque. Le Yassa garantissait la liberté de culte à toutes les religions. À la cour de Karakorum, capitale de l'Empire avant son déplacement à Pékin, on pouvait trouver des temples bouddhistes, des églises chrétiennes, des mosquées et des sanctuaires taoïstes. Guillaume de Rubruck, envoyé de Louis IX auprès de Möngke Khan, décrit dans son récit de voyage un grand débat religieux organisé à la cour mongole, où bouddhistes, musulmans, chrétiens nestoriens et catholiques exposèrent leur doctrine devant le Khan. Cette scène, impensable dans l'Europe ou le Moyen-Orient de l'époque, où l'orthodoxie religieuse était strictement imposée, illustre l'approche pragmatique et tolérante des Mongols en matière de religion. Cette tolérance était en partie pragmatique. Il aurait été impossible d'imposer une seule religion à un empire aussi vaste et diversifié, mais elle reflétait aussi une certaine indifférence des Mongols aux querelles théologiques qui agitaient les peuples sédentaires. Pour eux, toutes les religions adoraient en définitive le même Tengri, le ciel éternel, sous des noms différents. Paradoxalement, les conquérants nomades finirent par être conquis culturellement par les peuples qu'ils avaient soumis. Dans les 4 khanates, les Mongols adoptèrent progressivement les religions et les modes de vie des populations locales. Les Yuan se sinisèrent, les Ilkhan se persanisèrent et se convertirent à l'islam. La Horde d'Or adopta une forme de culture turco-islamique et même les Jagataïdes, pourtant les plus traditionnalistes, finirent par abandonner en grande partie le chamanisme au profit de l'islam. Cette acculturation combinée à la fragmentation politique mina peu à peu la puissance mongole. Au XIVe siècle, les différents khanates entrèrent dans une phase de déclin plus ou moins rapide. Les Yuan furent chassés de Chine en l'an 1368 par la révolte qui établit la dynastie Ming. Les Mongols se replièrent sur leur steppe natale, divisés en tribus rivales, comme avant l'avènement de Gengis Khan. Malgré plusieurs tentatives pour reconstituer leur unité et reconquérir la Chine, ils ne retrouvèrent jamais leur ancienne puissance en Extrême-Orient. L'Ilkhanat de Perse se désintégra après la mort d'Abu Saïd en l'an 1335, cédant la place à des dynasties locales comme les Jalayirides et les Muzaffarides. La Perse connut alors une période d'instabilité politique qui ne prit fin qu'avec l'émergence de nouvelles puissances unificatrices comme les Timourides et les Safavides. Le khanat de Jagatai, déchiré par des luttes intestines, fut conquis en grande partie par Tamerlan à la fin du XIVe siècle. Bien que se réclamant de l'héritage Genghis Khanide, il avait épousé une princesse descendante de Gengis Khan, Tamerlan n'était pas un descendant direct du conquérant. Son empire, centré sur Samarcande, reproduisit brièvement l'expansion fulgurante des Mongols, s'étendant de Delhi à Damas, mais s'effondra rapidement après sa mort en l'an 1405. Seule la Horde d'Or maintint sa puissance jusqu'au XVe siècle, avant de se fragmenter en plusieurs khanats, Crimée, Kazan, Astrakhan, dont certains survécurent jusqu'au XVIIIe siècle.
Les derniers vestiges politiques de l'Empire mongol disparurent lorsque le Khanat de Crimée fut annexé par l'Empire russe en l'an 1783, exactement 6 siècles après la mort de Gengis Khan. Au XVIe siècle, les Mongols connurent un bref renouveau sous Dayan Khan qui réunifia une partie des tribus mongoles. Son petit-fils, Altan Khan, établit des relations avec le Tibet et joua un rôle crucial dans la renaissance du bouddhisme tibétain, invitant le chef de l'école, Gelugpa Sonam Gyatso, qu'il intitula Dalai Lama, Océan de sagesse. Ce titre est toujours porté aujourd'hui par le chef spirituel des bouddhistes tibétains. Cette conversion au bouddhisme tibétain, qui se généralisa parmi les Mongols au XVIIe siècle, marqua une rupture définitive avec la tradition chamaniste et guerrière de l'époque de Gengis Khan. Elle transforma profondément la société mongole, favorisant la sédentarisation et l'établissement de monastères qui devinrent les principaux centres culturels et économiques. Mais ce renouveau fut de courte durée. Au XVIIe siècle, l'expansion de l'empire mandchou des Qing, partant de Mandchourie, engloba progressivement la Mongolie. En l'an 1691, la Mongolie intérieure fut incorporée à l'empire Qing. La Mongolie extérieure suivit en l'an 1696, devenant un protectorat mandchou. Cette domination étrangère, qui allait durer jusqu'au XXe siècle, réduisit les Mongols, jadis maîtres de la moitié du monde, au statut de sujet d'un empire dirigé par un autre peuple nomade. L'ironie de l'histoire voulut que les Mandchous, comme les Mongols avant eux, fussent que finalement sinisés par la civilisation qu'ils avaient reconquise. Sous la domination mandchoue, la société mongole se figea dans un système féodal rigide. Les princes héréditaires, Jazak, et les monastères bouddhistes se partagèrent le pouvoir économique et social, exploitant une population de plus en plus appauvrie. L'alphabétisation déclina, sauf dans les monastères, et l'économie stagna, limitée par les restrictions imposées par les Qing sur le commerce et les déplacements. Cette période vit aussi un déclin démographique marqué. Les guerres, les épidémies et les migrations vers des régions plus prospères réduisirent considérablement la population mongole. Au XIXe siècle, les Mongols étaient devenus une minorité ethnique relativement peu nombreuse au sein de l'Empire Qing, loin de la puissance démographique qui avait soutenu leur conquête médiévale. La Mongolie moderne ne retrouva son indépendance qu'en 1921, à la faveur de l'effondrement de l'Empire Qing et de la Révolution russe. Sous l'influence soviétique, elle devint la seconde république communiste du monde en 1924, statut qu'elle conserva jusqu'à la chute de l'URSS. Cette période communiste fut marquée par des transformations radicales. La collectivisation forcée des années 30, qui visait à sédentariser les nomades encore nombreux, provoqua des résistances et des troubles. Les purges staliniennes frappèrent durement l'élite intellectuelle et politique, ainsi que les monastères bouddhistes, dont la plupart furent détruits. La figure de Gengis Khan, associée au féodalisme et au nationalisme réactionnaire, fut bannie de l'historiographie officielle et du discours public. Ce n'est qu'après la chute du communisme, en 1990, que la Mongolie put renouer ouvertement avec son héritage historique. Gengis Khan fut réhabilité et devint le symbole d'une identité nationale renouvelée. Sa silhouette orne désormais le papier-monnaie, les monuments publics et même l'aéroport international d'Oulan-Bator porte son nom. Aujourd'hui, la Mongolie est une démocratie parlementaire qui redécouvre et valorise son héritage historique. Sa statue équestre géante, érigée près d'Oulan-Bator, témoigne de cette réappropriation. Haute de 40 mètres et faite d'acier inoxydable, elle domine symboliquement les steppes qui virent naître le conquérant, regardant vers l'est, direction de ses premières conquêtes. L'héritage de Gengis Khan et de l'Empire mongol dépasse largement les frontières de la Mongolie moderne. Leur impact sur l'histoire mondiale a été immense et continue de façonner notre monde de multiples façons. Sur le plan géopolitique, l'Empire mongol a redessiné la carte de l'Eurasie. Des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, l'Irak, la Turquie
et de nombreux États d'Asie centrale portent encore les marques de la conquête mongole dans leurs frontières, leur population et leur culture. La Russie, en particulier, a été profondément influencée par la domination mongole. Les 2 siècles de suzeraineté de la Horde d'Or, connue en russe sous le nom de Joug Tatar, ont contribué à l'émergence d'un État russe centralisé autour de Moscou, dont les princes avaient appris à collaborer efficacement avec les Mongols. Certains historiens soutiennent que l'autocratie qui a caractérisé la Russie tsariste et soviétique trouve ses racines dans cette période. En Chine, la dynastie Yuan fondée par Kubilai réalisa pour la première fois l'unification complète du pays, incluant le Tibet et le Yunnan. Ce précédent historique sert encore aujourd'hui à justifier les revendications territoriales chinoises sur ces régions. De plus, l'administration Yuan, qui incorpora des éléments mongols, musulmans et européens, jeta les bases d'un système bureaucratique multiculturel que les dynasties suivantes adaptèrent à leurs besoins. Au Moyen-Orient, la destruction de Bagdad et l'exécution du dernier calife abbasside par les Mongols marquèrent la fin de l'âge d'or islamique et déplacèrent le centre de gravité du monde musulman vers l'Égypte et plus tard l'Empire ottoman. Les bouleversements démographiques et politiques provoqués par les invasions mongoles redéfinirent les équilibres ethniques et religieux de la région, créant des schismes qui perdurent jusqu'à nos jours. Sur le plan économique et culturel, l'impact mongol fut tout aussi significatif. La Pax Mongolica créa un espace commercial eurasiatique intégré qui préfigurait la mondialisation moderne. Des marchands comme Marco Polo purent voyager de Venise jusqu'en Chine sous la protection mongole, contribuant à un échange sans précédent de biens, de techniques et d'idées. Ce commerce transcontinental diffusa des cultures matérielles dans toutes les directions. La porcelaine chinoise apparut sur les tables européennes. Les textiles persans ornèrent les palais mongols. Les techniques métallurgiques moyen-orientales enrichirent l'artisanat d'Extrême-Orient. Cette circulation des objets s'accompagna d'un transfert des savoir-faire, chaque culture s'appropriant et adaptant les innovations des autres. Cet échange eut des conséquences inattendues et parfois tragiques. La peste noire, qui décima un tiers de la population européenne au XIVe siècle, se propagea probablement le long des routes commerciales établies par les Mongols. Originaire d'Asie centrale ou de Chine, cette pandémie dévastatrice trouva dans les caravanes et les relais de liames mongols des vecteurs de diffusion idéaux, illustrant le côté sombre de l'interconnexion eurasienne. Mais ces mêmes routes permirent la diffusion d'innovations qui transformèrent l'Occident, comme la poudre à canon, qui révolutionna l'art de la guerre, ou l'imprimerie, qui révolutionna la diffusion du savoir. D'autres technologies moins spectaculaires mais tout aussi importantes voyagèrent également. De nouvelles variétés de plantes cultivées, des techniques d'irrigation, des méthodes de construction, des instruments astronomiques, des procédés métallurgiques. Les conquêtes mongoles provoquèrent également d'importants mouvements de population. Des communautés entières furent déplacées, volontairement ou non, créant une nouvelle carte ethnique de l'Eurasie. Des artisans persans furent installés en Chine, des ingénieurs chinois en Iran, des marchands musulmans en Mongolie. Cette redistribution des talents contribua à la diffusion des savoirs et des techniques. Sur le plan militaire, l'armée mongole introduisit des innovations qui transformèrent la guerre. L'accent mis sur la mobilité, le renseignement et la coordination des unités sur de vastes espaces, l'utilisation systématique de la cavalerie légère pour l'encerclement et la poursuite, la combinaison d'armes de différentes cultures, l'arc composite, des steppes, les machines de siège chinoises, les bombes incendiaires persanes, créèrent un modèle qui influença les tactiques militaires pendant des siècles. Les armées européennes, en particulier, tirèrent des leçons de leur défaite face aux Mongols. L'importance accrue de la cavalerie légère, l'utilisation d'archers montés, l'adoption de certains éléments d'équipement comme les étriers fermés ou les selles à haut dossier, témoignent de cette influence. Plus fondamentalement, l'idée que la mobilité et la manœuvre pouvaient compenser l'infériorité numérique trouva un écho durable dans la pensée militaire occidentale. L'impact des Mongols sur l'environnement
fut également considérable, bien que souvent négligée. Dans certaines régions, leurs conquêtes entraînèrent un déclin démographique tel que des terres agricoles retournèrent à la forêt, augmentant la capture de carbone et contribuant peut-être au petit âge glaciaire qui suivit. Ailleurs, la destruction des systèmes d'irrigation accéléra la désertification. En Chine du Nord, les Yuan transformèrent des terres agricoles en pâturages, privilégiant l'élevage nomade sur l'agriculture sédentaire, ce qui modifia durablement le paysage et l'écologie régionale. Dans le bassin de la Moudaria, la destruction des barrages et canaux d'irrigation lors de la conquête du Khwarezm créa des déserts là où existaient autrefois des oasis prospères. Ces modifications environnementales, certaines intentionnelles, d'autres accidentelles, constituent peut-être le legs le plus durable et le moins reconnu de l'Empire mongol. Peut-être plus que tout, l'Empire mongol démontra la possibilité d'une gouvernance transcontinentale et multiculturelle. Bien que fondé par la conquête, il finit par créer un espace où les idées, les biens et les personnes circulaient plus librement qu'à n'importe quelle autre époque avant les temps modernes. Cette vision d'un monde interconnecté, bien qu'éphémère, reste une référence pour notre ère de mondialisation. L'image de Gengis Khan lui-même a considérablement évolué au fil du temps. Longtemps présenté en Occident comme l'archétype du barbare destructeur, il est aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands bâtisseurs d'empires et réformateurs politiques de l'histoire. Son système méritocratique, sa tolérance religieuse, son code juridique unifié et son réseau postal transcontinental, le YAM, témoignent d'un génie organisationnel exceptionnel. Ses descendants biologiques sont légion. Une étude génétique controversée a suggéré qu'environ 8% des hommes vivant dans les territoires de l'ancien empire mongol portent une variante du chromosome Y qui pourrait remonter à Gengis Khan ou à ses proches parents, ce qui représenterait environ 16 millions d'individus. Si cette estimation est correcte, peu d'hommes dans l'histoire ont eu un impact génétique aussi durable. Mais son héritage culturel et politique est encore plus vaste. La vision d'un État fondé sur le mérite plutôt que sur la naissance, d'un gouvernement qui transcende les divisions tribales et ethniques, d'un monde où les idées et les biens circulent librement, continue d'inspirer. Pourtant, cette vision s'accompagna d'une violence souvent extrême. Les massacres de populations entières, la destruction de villes anciennes et de leurs trésors culturels, l'utilisation délibérée de la terreur comme outil politique sont aussi des aspects indéniables de l'héritage mongol. Comme pour de nombreux grands conquérants, l'évaluation de Gengis Khan reste profondément ambivalente, oscillant entre admiration pour ses réalisations et horreur face aux souffrances qu'il a infligées. Paradoxalement, cet homme qui ne savait ni lire ni écrire a suscité une immense littérature. Des centaines d'ouvrages, des milliers d'articles universitaires, d'innombrables romans, films et œuvres d'art ont tenté de cerner sa personnalité et d'évaluer son impact. L'histoire secrète des Mongols, chronique contemporaine rédigée peu après sa mort, reste la source principale sur sa vie, bien que déjà teintée de mythologie. Cette fascination persistante témoigne de la place unique qu'occupe Gengis Khan dans l'imaginaire collectif. Il incarne la figure du conquérant absolu, de l'homme parti de rien qui finit par dominer le monde connu. Son histoire est celle d'une revanche éclatante sur l'adversité, d'une volonté indomptable triomphant de tous les obstacles. Elle est aussi l'histoire d'un visionnaire politique qui comprit que la force brute ne suffisait pas à construire un empire durable, qu'il fallait des institutions, des lois, une idéologie unificatrice. Sous son apparente simplicité de nomade des steppes, Gengis Khan fut un stratège subtil, capable d'exploiter les divisions de ses adversaires, d'adapter ses tactiques aux circonstances, d'intégrer les innovations techniques et organisationnelles des peuples qu'il conquérait. Son parcours personnel, de l'enfant abandonné au maître du plus grand empire terrestre de l'histoire, relève presque du mythe. Ce n'est pas un hasard si tant de cultures l'ont intégré à leur folklore, parfois en le diabolisant, parfois en l'idéalisant, mais toujours en reconnaissant sa stature exceptionnelle. Aujourd'hui encore, alors que 8 siècles nous séparent de lui,
Gengis Khan continue de fasciner, d'interroger et d'inspirer. Son héritage reste vivant, non seulement dans les steppes de Mongolie, où pèsent toujours les chevaux, qui furent la clé de ses conquêtes, mais dans le monde entier, façonné par les forces qu'il a libérées. Pourquoi continuons-nous à raconter son histoire, à débattre de son héritage, à explorer les conséquences de ses conquêtes? Peut-être parce qu'elle nous rappelle que l'histoire n'est pas une progression linéaire et prévisible, mais un fleuve tumultueux où surgissent parfois des figures qui, par leur volonté et leur vision, peuvent en changer le cours pour des siècles. Ou peut-être, plus simplement, parce que l'histoire de Gengis Khan est l'une des plus grandes épopées humaines. Un récit qui traverse les âges en nous rappelant à la fois les sommets que l'humanité peut atteindre et les abîmes dans lesquels elle peut sombrer. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime.